Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que se passe-t-il, que s'est-il passé ces dernières heures en Russie ? Bien, premier incident, hier soir, regardez, nous sommes à Maïkop, dans le Caucase, à un peu plus de 300 km de la frontière. Sur ces images de vidéosurveillance, c'est furtif, mais vous allez le voir, on voit un objet volant dans le ciel qui s'écrase au sol et qui explose. De quoi s'agit-il ? Eh bien, les débris indiquent que c'est un drone avec une charge explosive. Les Russes font le lien avec l'armée ukrainienne. Deuxième incident, au même moment, à Belgorod. Cette fois, on est tout près de l'Ukraine. Des alertes antiaériennes retentissent pendant de longues minutes et en levant la tête, voilà ce que remarquent les habitants. Un drone, là encore, il s'écrase au pied d'un immeuble. On voit ces débris qui sont sur le trottoir. 3 au total sont abattus par la défense russe sans faire de victimes. Et cette fois, les Russes parlent d'un drone de reconnaissance ukrainien. Troisième incident, toujours cette nuit, vers 2h, on est près de Krasnodar. Cette fois, c'est dans l'ouest de la Russie, à quasiment 300 km de la frontière. On voit cette explosion, puis vous allez le voir, ce dépôt pétrolier du géant russe Rosneft avec des citernes d'hydrocarbures qui sont en flammes. Dépôt qui alimente en carburant l'armée russe. Et là encore, la Russie évoque un drone qui aurait été aperçu à proximité. Quatrième incident, le danger n'a jamais été si proche cette fois de la capitale. Nous sommes à une centaine de kilomètres de Moscou. Un drone, on le voit, est abattu en pleine forêt. On voit sa carcasse en plusieurs morceaux dans la neige. Quelle était sa cible ? Eh bien là, mystère. Et tout cela s'ajoute aux interrogations à propos du métro moscovite. Vous l'évoquiez, David, incendie 24 heures plus tôt dans une station à Moscou. Version officielle des autorités, il s'agirait d'une rupture d'un câble électrique. Et il faut y ajouter une alerte importante à Saint-Pétersbourg. Oui, ce matin, un avion, un Airbus précisément de la compagnie aérienne russe, a dû faire demi-tour en urgence alors qu'il assurait la liaison entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Sur cette carte que vous allez voir, on voit le trajet de l'avion qui a quitté Moscou à 6h30, puis il a changé de cap avant son atterrissage à Saint-Pétersbourg. On voit qu'il fait quelques cercles, qu'il fait du surplace avant effectivement de faire demi-tour direction la capitale. Dans la foulée, tous les autres vols ont été interrompus toute la matinée. Pourquoi ? Eh bien parce que cet espace aérien, il a été fermé de 6h du matin jusqu'à 11h après des alertes antiaériennes qui ont été diffusées à la radio et à la télévision russe. Écoutez. Внимание! Внимание! Объявляется воздушная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытие. Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, selon la version officielle, il s'agit d'une fausse alerte provoquée par un piratage des serveurs, des radios et des chaînes de télévision, indique le communiqué qui pointe d'ailleurs des hackers ukrainiens. Alors, vraie ou fausse alerte, on ne le saura sans doute jamais. Mais enfin, tout cela laisse penser, avec toute la prudence bien sûr qui s'impose, à une opération coordonnée. Oui, parce que si on résume, en 24 heures, il y a eu en Russie 3 voire 4 attaques de drones, 2 incendies, un piratage massif. Cela fait 6 incidents au total dans une zone, on le voit, qui va de la frontière ukrainienne jusqu'à Moscou en passant par Saint-Pétersbourg. Visiblement, cette idée d'attaque coordonnée, c'est aussi le sentiment au Kremlin. Comment expliquer sinon cette réunion improvisée qui a vu Vladimir Poutine convoquer les dirigeants du FSB, les services secrets russes. Alors effectivement, bien sûr, il ne fait pas mention de ces incidents, mais il évoque, je cite, ce qui tente de diviser la Russie. Écoutez-le. И, конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм. Попытки, конечно, наиболее активные. Попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле. Des racailles sur notre terre. Et puis d'un mot, Justine, on évoquait hier une attaque également en Biélorussie, à l'intérieur du pays, près de Minsk. Est-ce qu'il y a des suites ? Oui, on sait que les autorités biélorusses ont émis un avis de recherche pour un homme originaire de Crimée. Selon ces autorités, il aurait commis, je cite, un crime
particulièrement grave, près de Minsk, à l'endroit de l'attaque. Et puis sur des chaînes Telegram, des habitants proches de l'aérodrome assurent que les autorités procèdent en ce moment à des fouilles chez toutes les personnes qui possèdent des drones civils. Merci Justine. Alors à quoi avons-nous affaire? Ce sont des opérations qui parfois sont de registres différents. On l'a dit, il y a des incendies, il y a des attaques de drones, il y a visiblement du piratage, à moins qu'à Saint-Pétersbourg, il s'agisse d'une vraie alerte qui a été masquée en invoquant effectivement un piratage. Qui souhaite commencer, Jean-Dominique? Oui, alors avec évidemment toutes les prudences d'usage, parce que on ne sait pas si c'est un plan coordonné, ça y ressemble. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il semblerait que les Ukrainiens soient en train de rétablir une forme de symétrie avec la Russie. C'est-à-dire que depuis des mois, leur territoire est attaqué tous les jours, ou en tout cas régulièrement, avec des frappes sur les villes, sur les installations électriques, sur les systèmes de transport. Et là, on a l'impression donc dans une logique asymétrique, puisque jusqu'à présent, le territoire russe, la Fédération de Russie, n'était pas touché. Ou très peu, ça a été arrivé. Oui, il y a eu quelques épisodes dont on a déjà parlé sur ce plateau. Là, il semble qu'ils sont en train de rétablir une forme de symétrie, en disant, vous nous attaquez sur notre territoire, pourquoi on ne vous attaquerait pas sur le vôtre? Avec deux précisions. Ce n'est jamais revendiqué, mais à quoi ça sert de revendiquer une chose comme ça? Par exemple, tous les jours, les Israéliens frappent en Syrie, ils ne revendiquent jamais. Mais tout le monde sait que ce sont eux qui le font. Ça sert à rien de revendiquer, c'est simplement pour se faire plaisir quand on est un terroriste et qu'on veut faire sa pub. Mais quand on est un État, on fait des choses et on n'a pas besoin de dire c'est moi, monsieur, voilà. Et dernière chose, ce sont quand même des coups d'épingle. Rien... Sauf l'histoire d'hier en Biélorussie, avec un avion de portée stratégique, parce que ces sortes d'AWACS, ce sont des biens extrêmement précieux, ce sont des petits coups d'épingle. Mais ce sont des petits coups d'épingle qui disent aux Russes, la preuve, la réaction de Vladimir Poutine, extrêmement violente, les racailles sur notre terre, etc. Ça veut dire que ça fait quand même mal, ces coups d'épingle. Ça ne déstabilise pas le pays. On est très en deçà d'une attaque stratégique, mais... il se passe quelque chose et c'est intéressant à observer. Je vous donne la parole, Gélia, mais il se passe quelque chose, général? Oui, en fait, ça a été dit. Ça a été dit par le conseiller défense du président Zelensky il y a quelques semaines dans un entretien où il disait qu'il frapperait dans la profondeur, que ça surprendrait les Russes. Alors c'est là, manifestement, la démonstration qu'il met en œuvre son plan. Alors pourquoi ce plan? Vraisemblablement pour créer l'insécurité chez les Russes. Car évidemment, les Russes bombardent l'Ukraine déjà depuis des mois, depuis un an, et donc là, il s'agit de rétablir cette insécurité qui existe en Ukraine. Il faut la créer en Russie, de façon à avoir une action sur le peuple russe. Alors, quelle action, in fine, ça sera mesuré. Mais l'insécurité, créer de l'insécurité dans la profondeur du dispositif de celui qui attaque, c'est vraisemblablement l'objectif voulu par l'Ukraine. Alors, ils n'ont pas besoin de revendiquer, puisque d'une certaine façon, il l'a dit qu'il le ferait. Donc, ils le font. Pour la Biélorussie, c'est un peu plus complexe, parce que là, c'est déporter déjà une action importante, majeure, même sur un avion très important, donc ouvrir peut-être l'espace des opérations à la Biélorussie, c'est peut-être pas nécessairement l'Ukraine, c'est peut-être une résistance intérieure. Mais en tout cas, pour ce qui est de la Russie, toutes les frappes de drones, parce que ce sont des drones... y compris à Krasnodar, parce qu'à Krasnodar, on peut avoir le sentiment que c'est un incendie, comme il y en a déjà eu en Russie. On avait évoqué des opposants. En tout cas, c'était une hypothèse. Donc peut-être une action coordonnée entre l'armée ukrainienne et des opposants de l'intérieur? Disons que l'ensemble va bien. C'est-à-dire que là, il y a une bonne concordance de temps, si j'ose dire. Une action importante en Biélorussie, et puis toutes ces frappes qui ont pu être préparées et lancées en temps voulu. On le voit, les Russes le font régulièrement avec leurs vagues de missiles et de drones. Là, ils le font avec leurs propres engins dans la profondeur russe. Galia, quel est votre regard sur ces événements de ces dernières heures? D'une part, les médias russes annoncent qu'il y a eu une attaque massive de hacking contre le personnel, par exemple, du régiment Azov, mais aussi
contre toutes sortes de personnalités du ministère de la Défense, des unités de combat, etc., il y a un groupe de hackers qui s'appelle les hackers méchants, qui est un groupe russe connu, qui a donc dévoilé des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de données personnelles de militaires ukrainiens. Ukrainiens, bien sûr. C'est-à-dire que l'idée était de dénoncer en quelque sorte qui participe activement pour que ces gens puissent être repérés dans les localités occupées par les troupes russes. Peut-être à l'avenir, s'ils occupent d'autres localités, on peut en attraper quelques-uns. En tout cas, ça met, comme toute publication de données personnelles, ça met les militaires ukrainiens en insécurité. Donc, il se peut que ce soit en partie une réponse aussi à cette attaque. Maintenant, deuxième question pour moi, David, ce que vous avez dit, ça me semble très, très correct. Vous savez, je pense par exemple à un mouvement de partisans pendant la Seconde Guerre mondiale. Certes, il y avait des groupes, etc., mais ils étaient très étroitement contrôlés par la direction militaire russe, par l'état-major russe. Les actions des partisans ont été coordonnées et on leur envoyait des munitions quand c'était possible, etc. De toute façon, ils n'agissaient pas tout seuls. Et ceux qui agissaient tout seuls, souvent, ont été détruits par les unités qui étaient sous contrôle de la NKVD, c'est-à-dire de la police secrète. Donc là, vous imaginez un lien entre certains opposants en Russie et l'armée de Kiev. Oui, exactement, parce que, bien sûr, un drone qui est abattu au-dessus de Belgorod. Belgorod se trouve à quelques dizaines de kilomètres, c'est pas un problème. Je ne sais pas si les Ukrainiens disposent de drones qui sont capables de faire 1000 kilomètres au moins jusqu'à Moscou. Alors, il semble qu'ils aient ce matériel-là. Je parle sous votre contrôle, mais on a vu des drones ukrainiens abattus très loin à l'intérieur des terres russes. Jusqu'à présent, ça restait exceptionnel. Mais on a visiblement le sentiment, par exemple, qu'en Biélorussie, hier, c'était des drones relativement artisanaux, des drones qu'on trouve dans le commerce, qui avaient été un peu gonflés, mais que ce n'étaient pas des drones de l'armée ukrainienne. Donc les deux scénarios sont possibles. Je voulais votre sentiment, Galia, sur le métro russe. Évidemment, on peut imaginer que ce soit un accident, on ne peut pas l'exclure. Mais enfin, là encore, les coïncidences sont surprenantes. Que dans la même unité de temps, on tombe sur cet incendie à Moscou, et là, ça a un impact auprès de la population. Bien sûr, parce que le métro a un statut un peu mythique. Il a été construit en grande partie, en tout cas le centre de Moscou, c'était dans les années 30. C'est un métro très profond. C'est peut-être 200 mètres au moins. On descend sous la terre. Ça a été conçu d'emblée d'être un abri pendant la guerre. Et puis les Russes sont très fiers de ces belles stations en marbre avec des sculptures, des mosaïques, des lampadaires spéciaux, etc. Donc ce métro, il est un peu vieilli en quelque sorte, mais il est toujours nickel, toujours impressionnant. C'est l'une des choses dont les Russes sont très fiers. Donc un incendie dans le métro, oui, je pense que ça a un certain impact. Et même si c'était un accident, ça agit comme si c'était un acte de sabotage. C'est ça la beauté de la chose. Guéric, votre sentiment, vous, face à ces événements? On a l'impression qu'on a quand même, c'est que le but est d'attaquer le moral de la population russe, de la même manière que le moral de la population ukrainienne est une des clés du conflit, c'est celui de la population russe, et évidemment aussi un élément clé. On a l'impression aussi que les Ukrainiens tâtonnent un petit peu, puisqu'ils n'ont pas réussi à atteindre tous les objectifs qui s'étaient fixés. Il y a des drones qui se sont écrasés. Peut-être qu'ils disposent pas de la même capacité de renseignement sur le territoire russe, puisque leur soutien, notamment les Américains, refusent de leur donner les moyens
moyen de frapper le territoire russe. Et puis dernière chose sur le cyber, c'est quand même un domaine d'expertise russe historique, et le fait que les Russes aient été frappés dans le domaine cyber aussi, c'est un petit peu une humiliation pour eux, puisqu'ils disposent de leurs propres mots, de la première armée cyber du monde, ou en tout cas ex aequo peut-être avec la Chine ou les États-Unis, mais le fait que eux-mêmes soient attaqués dans le domaine cyber alors qu'ils ont mis à genoux l'Estonie, c'est quand même un élément marquant. Bon, je voudrais simplement vous faire lire la réaction de Dmitri Peskov, je crois, le porte-parole du Kremlin. Nous attendons sous peu les informations sur la réouverture de l'espace aérien. Là, il parle de Saint-Pétersbourg. Le président Poutine dispose de toutes les informations à ce sujet. Bon, il ne cache pas le fait que Poutine suit les événements de très près sur ce qui s'est passé à Saint-Pétersbourg. Version officielle, on le rappelle, une opération de hacking. Et il faut quand même imaginer donc des pirates informatiques qui s'emparent de l'appareil radio et télé d'État pour diffuser un état d'alerte, attention, alerte au missile, hein, on l'a entendu, et qui obtiennent la fermeture de l'espace aérien pendant plusieurs heures. Donc là, on a une incertitude, disons-le clairement. Est-ce qu'il y a eu réellement une alerte aérienne, ou est-ce que la Russie, version officielle, dit non, c'est simplement un piratage informatique qui s'est emparé de nos ondes, de nos moyens de diffusion. Bon, là-dessus, on ne le sait pas. La question, est-ce que ce type d'action peut effectivement atteindre, non pas le moral, mais vous disiez placer le pays en insécurité. Galia, vous qui connaissez bien la Russie, est-ce que ça peut avoir un impact sur la psychologie des Russes ? Certainement, mais vous savez, faut-il, pour que ça ait un impact, que les Russes soient au courant. La Russie est un grand pays, et moi j'ai vu cette information, mais elle était en petit caractère, en quelque sorte. Leur intérêt, c'est de ne pas permettre à une telle information d'être diffusée, puis tout de suite on peut dire toujours que c'est un exercice, que c'est ceci, que c'est cela. Oui. Oui. Donc, moi, je pense que pour que la totalité de ce pays qui occupe 17 millions de kilomètres carrés soit touchée et plonge dans l'incertitude, il faut beaucoup, beaucoup plus. Mais souvent, on dit qu'une minorité un peu agissante peut avoir beaucoup de leviers entre ses mains. Est-ce que ceux qui s'interrogent sur l'échec de cette guerre, sur l'échec de cette stratégie de Vladimir Poutine, et qui, eux, on peut le penser en tout cas, tentent de s'informer par des moyens détournés, est-ce que chez ceux-là, ça peut produire un quelconque effet, Jean-Dominique ? Moi, je pense que ça ne vise pas directement le moral des Russes. On n'atteint pas le moral d'une population avec des choses comme ça. En revanche, ça agace le pouvoir, ça le fragilise un peu, et ça montre à la population que ce pouvoir n'est pas totalement capable de la protéger au bout d'une année de guerre. Et donc, ça confirme que les choses ne se passent pas comme prévu. Voilà. C'était pas le scénario souhaité par le pouvoir que l'espace aérien de la deuxième ville du pays soit fermé parce qu'on ne sait pas trop comment, qu'on soit obligé de convoquer le FSB, de dire les racailles sur notre terre, c'est-à-dire de l'intérieur. Voilà. Donc ça n'atteint pas le moral. Comme d'ailleurs, les frappes n'atteignent pas les frappes russes en Ukraine n'atteignent pas le moral des Ukrainiens. Mais ça, c'est les villes allemandes... Oui, mais on peut dire, pardonnez-moi, le moral des Ukrainiens, ils défendent leur pays, donc de toute façon, ils sont à bloc. Les villes britanniques ont été bombardées par la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale, les villes allemandes ont été rasées par le Bomber Command britannique et l'Air Force américaine. Ça n'a pas fait s'effondrer ces pays. Ça ne marche jamais, ça. En revanche, ça mobilise des moyens de protection à l'intérieur, ça fragilise le pouvoir, et la population se dit... Bon, quand même, enfin, il se passe un truc. Ce pouvoir, il contrôle pas tout. Et voilà, c'est plus sur ce domaine que sur ce registre-là. Les Ukrainiens vont nous envahir ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas. Oui, ça, je voyais réagir en général. Parce qu'on peut dire que quand même le drone, qui est un peu la star de cette guerre, s'il y en a une, gêne aussi bien les Ukrainiens que les Russes. Et que avec quelques drones, on monopolise l'attention, on crée de l'insécurité.
On est obligé de mobiliser des moyens pour lutter contre les drones. Et d'ailleurs, à mon sens, c'est une grande voie pour les constructeurs, l'anti-drone. Ils ont commencé d'ailleurs. Et là, en ce qui concerne les Russes, ils semblent en avoir battu certains, même peut-être la grande majorité. Mais il n'empêche que ces quelques drones créent un événement. Ils créent un événement et, alors, insécurité sans atteindre peut-être le moral, parce qu'il y a une profondeur stratégique aussi bien dans le moral russe que dans la surface de la Russie. Mais là, effectivement, ça gêne en termes de communication, en termes d'information. Et pour revenir au cyber, les Russes sont particulièrement doués dans le cyber offensif. Mais manifestement, ils semblent un peu moins forts en cyber défensif. Donc là, ils se sont fait prendre. Bon, tout le monde se fait prendre dans les attaques de ce type. Personne ne peut être garanti complètement contre ce genre d'attaque. Là, en l'occurrence, il semble avoir été victime, entre guillemets, d'une action cyber-offensive sur la zone de l'aéroport sur Saint-Pétersbourg. Je ne sais pas si vous connaissez bien ce domaine-là, mais est-ce que pour une telle attaque, pour une telle opération de piratage, ça peut se faire à distance ou il faut forcément être sur place, donc à l'intérieur de la Russie, pour pouvoir pirater comme ça la télé et la radio publique? Alors généralement, ces opérations se préparent longtemps en avance. Oui, mais il faut être loin ou alors on n'a pas besoin d'être... je veux dire, on peut le faire de loin. Mais on peut le faire de loin. On peut le faire de loin. Par contre, ça se prépare. Si j'ose dire, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées avant pour repérer les dispositifs, repérer les failles, éventuellement mettre les bons éléments à l'intérieur du dispositif et les actionner quand c'est souhaitable. Guéric, vous voulez rajouter un mot en avant? Dans le cyber, effectivement, le problème principal, c'est que l'attaquant gagne toujours. C'est qu'une question de temps. Donc là, il est possible que les Ukrainiens ou d'autres services, d'ailleurs, peut-être qui les soutiennent, aient placé des vulnérabilités, des moyens d'exploiter les vulnérabilités il y a des années ou des mois dans les systèmes russes, et qu'ils les exploitent aujourd'hui. Et finalement, les systèmes, même on voit en Europe, en France particulièrement, les systèmes informatiques des aéroports sont très vétustes. Il est tout à fait possible que le système informatique de gestion de l'espace aérien autour de Saint-Pétersbourg ait été suffisamment vétuste pour avoir plusieurs failles béantes. Bon, en tout cas... On a eu quelque chose d'identique aux États-Unis il y a quelques semaines, quand ils ont dû fermer une partie de l'espace pour régler des problèmes de circulation aérienne sur une grande partie des États-Unis.